Oui, Rabbi, moi j'ai deux petites questions à vous poser. Oui. Est-ce que les Yom Tov, les halachot sont les mêmes pour les Yom Tov de la Torah et les Yom Tov des Rabbanim? C'est parce qu'on a l'impression que, par exemple, Pessah, on respecte beaucoup plus de halachot que, par exemple, à Purim. Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Et puis la deuxième question, maintenant que l'information se diffuse rapidement, pourquoi on n'est pas revenu à un jour au lieu qu'on a conservé quand même les 2 jours? Deux excellentes questions. Alors, la première chose, c'est que vous avez bien fait de la nuance de parler entre Pessah et Purim. Alors, Purim, c'est une fête qui est 100% des Rabbanan. Oui, voilà. Par contre, là, dans le shiur, lorsqu'on a parlé des jours de fête qui sont, il y a le jour de la Torah, c'est le premier jour, le deuxième jour qui est des Rabbanan. Alors, c'est un des Rabbanan qui est plus strict. Parce que c'est un des Rabbanan qui est là à cause d'une fête qui est de la Torah. Donc, c'est un des Rabbanan qui a un Ikar, qui a une base dans la Torah. Par contre, pour Hanouka, c'est 100% des Rabbanan. Alors oui, il y a une grande différence, c'est que pour interdire le jour de faire différents travaux, durant le jour un Yom Tov, un jour qui est interdit à Siyat Melacha, interdit de faire n'importe quel travail, ou la majorité des travaux. Ça, c'est uniquement les jours qui sont interdits par la Torah, comme il a énuméré les 6 jours de l'année. Donc, Pessah, il y a 2 jours. Les Rabbanan, c'est devenu 4, etc., etc. Mais pour Hanouka, c'est 2 jours qui sont uniquement sous instauration des Chachamim, sous Takana Chachamim, de A à Z. Et les Chachamim n'ont jamais interdit de faire Asiyat Melacha. C'est pour ça qu'il y a moins de restrictions pendant les jours qui sont des Rabbanan, comme pour Hanouka. De l'autre part, les jours qui sont des Rabbanan, comme le deuxième jour du Yom Tov, c'est 100% considéré comme le premier jour, sauf l'exception du Kvod Hamet, qu'on a dit, pour l'honneur du mort. Le minag passe en deuxième degré. On va tout d'abord s'occuper du mort. Le premier jour, tandis que, puisque c'est de Horaïta, puisque c'est biblique, il ne faut pas briser les Yom Tov, on va s'occuper du mort également, mais à travers des goïms. Donc, on va enfreindre peut-être l'interdit de ne pas demander à des goïms de travailler pour le Shabbat. Normalement, ce qui est interdit pour moi, je n'ai pas le droit de le demander aux autres. C'est aussi des Rabbanan. Mais les Rabbanan, ils ont préféré ne pas mettre de restrictions supplémentaires lorsque ça va venir en conflit avec le Kvod Hamet, avec le Kavod du mort. On voit là encore plus d'importance qu'on attache à l'honneur et au respect qu'il faut porter aux personnes qui ont décédé, qui ont quitté ce monde. Malgré qu'ils ne seraient pas là pour nous venger, pour se venger, mais il faut les respecter. Et de là, on dérive à ta deuxième question. Pourquoi est-ce que maintenant qu'on sait déjà d'avance, on connaît exactement les dates, pourquoi est-ce qu'on a maintenu 2 jours? C'est une excellente question, et c'est une question qui sera traitée principalement dans les lois de Kiddush HaKodesh, donc ça serait bientôt, vous voyez. Dans ces livres-là, maintenant on se trouve dans le lot de Yom Tov. Yom Tov, ensuite on va passer aux lois de Pessah, ensuite Rosh Hashanah, Sukkot, et les lois de préparation les lois de Shkalim, ensuite les lois de Kiddush HaKodesh, les lois de la sanctification de la lune, et on conclut le livre avec les lois des jeûnes et les lois de Purim et Hanouka. Alors, on va discuter de ça longuement dans les lois de Kiddush HaKodesh, la sanctification de la lune. On va expliquer pourquoi est-ce que, voilà, de base, il faut sanctifier avec la lune, et c'est comme ça qu'on fixe quel jour est Yom Tov, mais finalement, ça s'est fait par le calendrier. On va expliquer quelle était l'histoire, comment est-ce qu'on est passé d'une chose à l'autre chose, et pourquoi est-ce que finalement, on garde toujours 2 jours de Yom Tov. En un mot, parce que c'est le minak. Puisqu'à l'époque, ils gardaient 2 jours, on garde 2 jours. Ça, c'est la réponse en un mot. Et le développement, ça sera Bezat Hashem. Voilà, je dis ici la suite du programme. Et bientôt, on va la prendre d'ici, je dirais, un bon mois, Bezat Hashem. 1 mois à peu près. Oui. Allez, Abraham, ta question? Abraham, il est occupé en ce moment. Il est calme aujourd'hui. Et malgré son déménagement, il est quand même là, au Shior, il est tout. J'en ai eu une tout à l'heure pour le Rav Pesner, mais là non. Ah, je pense que le Marseille a gagné. J'ai pas suivi tout le cours.
Non, j'ai pas suivi tout le cours, donc je suis arrivé à la fin, donc voilà. Et il fallait choisir entre les deux cours. On peut pas tout faire. Hein. Dur. Voilà. Alors, notez tous dans votre agenda un chiot demain soir à 20h, grand chiot du Rav, sur la question comment vraiment est-ce qu'on peut détruire et repousser l'obscurité avec des bougies de Hanouka. Donc demain soir à 20h et la suite, deuxième chapitre de l'Ode Yom Tov à 21h de Rav Hashem. Et il y a une question de Rabbi Baruch. Avant tout. Ouais. Bonsoir. Pour revenir par rapport aux lois de Yom Tov Sheni, donc le deuxième jour de Yom Tov qui a été instauré par les Chachamim, jusqu'à quel point par rapport avec des exemples concrets par exemple, jusqu'à quel point on pourrait transgresser Yom Tov pour un mort, ça veut dire on pourrait aller jusqu'à prendre une voiture pour amener dans un cimetière, ou quelle est la limite quoi, par exemple? La limite est tout ce qu'il y a besoin de faire sans envisager. Si par exemple, je peux faire tout ce qu'il faut correctement avec un minimum de Chilul Yom Tov, je vais pas aller prendre une voiture et aller chercher le luxe. C'est ça le nécessaire pour que ce soit correct. Et sur ça, la limite, le Rambam a dit des mots très clairs, il a dit que par rapport au maître, par rapport aux morts, le deuxième jour de Yom Tov est considéré comme un jour de semaine. Donc, tout ce qu'il y a besoin de faire, je peux vraiment tout faire comme si c'était un jour de semaine. Les Chachamim, ils ont préféré d'annuler le minag qu'ils ont instauré et qu'on maintienne au maximum le kavod à mettre, le kavod du mort, plutôt que de maintenir le minag et que le mort il soit traité d'une façon qui est moins bonne. Et donc moins bonne, plus bonne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher le luxe? Non. Ça veut dire qu'il faut faire tout ce qui est correct, tout ce qui est considéré le service normal, correct que chaque mort doit recevoir. Donc la tahara, qu'il a un cercueil, etc. Le cercueil, donc le but, c'est de réussir à l'enterrer le jour même. Il faut couper le bois, etc. Tout ça, oui, on a le droit de faire. Le but final de tout ça, c'est de réussir à l'enterrer le deuxième jour. Voilà, parce qu'en fait, il y a une mitzvah. Voilà, c'est très bien que tu relèves ça parce que il faut comprendre, a priori, qu'est-ce que ça me dérange? Ne transgresse pas Yom Tov, laisse le mort comme ça, laisse le mort tel qu'il va, pendant un jour, 2 jours. Il faut savoir qu'il y a une mitzvah de la Torah de ne pas laisser un mort au-delà de la journée. C'est-à-dire, s'il est décédé un jour spécifique, il y a une mitzvah de l'enterrer le jour même. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça que la Torah, elle parle même d'un juif qui a fait des erreurs très graves. Il est passible de la peine capitale. C'est très très grave. Et malgré cela, la Torah dit Lot tavlin nivlaton. On n'a pas le droit de laisser sa nevela, sa carcasse, la nuit. Si déjà lui, à plus forte raison, pour n'importe quel juif, n'importe quelle personne, même le fauteur, on n'a pas le droit de le laisser comme ça dehors la nuit, il faut l'enterrer le jour même. À plus forte raison, une personne qui n'est pas un fauteur. Alors, la Torah, vraiment, elle encourage vivement. Juste une chose, Lévi. C'est des conséquences. Quelles conséquences ça entraîne, justement, si on dépasse le délai imparti pour l'enterrer? Justement, qu'est-ce que ça entraîne quoi? Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Alors, tu veux que je te fasse une liste de quelles sont les punitions si on maltraite un mort? Quelle est la raison pour laquelle on doit enterrer La raison, c'est pour le kavod du mort. Le kavod du mort, c'est une chose, et pour y développer quelle est le sens de kavod, le mort n'est pas tranquille, il ne repose pas en paix jusqu'à ce qu'il n'est pas enterré dans son lieu de repos. Sa neshama, elle gigote, et elle n'est pas tranquille. Et donc, le signe de respect minimal, c'est de faire le plus vite possible. Maintenant, le plus vite possible, bon, ça c'est... Et pourtant, on pourrait croire que c'est les Kaddish qui peuvent faire la différence. Les Kaddish, ils sont là pour l'élever de niveau en niveau, mais pour qu'une personne puisse s'élever, il doit tout d'abord être tranquille.
tous les soirs, tu viens dans un shiur et tu t'élèves de niveau en niveau. Chaque soir, tu apprends encore un sujet de Torah, encore une chose, et tu te développes encore plus. Donc, tous les soirs, chacun de nous progresse. Mais il faut être aussi tranquille pour pouvoir progresser. Si on a la tête ailleurs, on ne peut pas progresser. Maintenant, bon, les détails exactement de l'enterrement, on va l'apprendre, Bezrat Hashem, dans Ilchot Evel, dans les lois du deuil. Et les lois de l'endeuillé, c'est vers la fin du Rambam, un peu de patience, dans 2 ans et quelques. Alors, là-bas, on va avoir tous les détails, mais puisque je ne veux pas que vous ayez avoir du système pendant 2 ans, alors sur un pied, oui, il faut essayer d'enterrer le mort le plus vite possible, d'une part, pour les raisons que je viens de citer. D'autre part, il y a un cas de figure dans lequel c'est permis de retarder l'enterrement du mort, et c'est si je retarde l'enterrement du mort pour le kavod du mort lui-même. Par exemple, il y a des membres de sa famille, des gens très proches, etc., qui ne pourraient pas venir pour l'enterrement. Si je le fais tout de suite, il faut attendre 1 jour, 2 jours, etc., pour des arrangements, pour les funérailles. C'est pas possible avant. Je peux l'enterrer ici, mais on sait que sa volonté était d'être enterré ailleurs, dans Tal Israël, ou bien avec les autres membres de sa famille. Si c'est pour le kavod du défunt, on a le droit d'attendre plus de temps. Mais si c'est juste d'attendre plus de temps pour n'importe quoi, pour des bêtises, ou bien juste pour traîner, juste parce que voilà, on se dit, bon, on est un peu perdu, non. Il faut s'y prendre, il faut le faire le plus vite possible. Et c'est une mitzvah de le faire le plus vite possible. Le seul cas dans lequel c'est permis de le faire plus tard, c'est pour le kavod du mort lui-même. Donc tout ça pour répondre à la question de Baruch, c'est pour ça l'importance que les Chachamim ont permis de faire tout ce qu'il faut faire. Le 2e jour de Yom Tov, qui est des Rabbanan, les Chachamim ont dit, bon, c'est nous qu'on t'a mis, alors on te le met dans tous les cas, sauf dans le cas qu'il y a un maître, qui a un mort qu'il faut l'enterrer le jour même. Alors si personne il a un mort, mais de toutes les façons, il compte attendre encore un jour, il n'a plus de permission d'aller transgresser le 2e jour de Yom Tov. Transgresser, c'est si je transgresse pour l'enterrer. Là, c'est plus considéré comme une transgression parce que les Chachamim, ils ont permis. Les mêmes sages qui ont interdit, c'est les mêmes sages qui ont permis. Hem amrou, hem amrou. Donc voilà, donc ça c'est cette chose-là. À cacher maître, on n'arrive jamais à ces questions de façon pratique et qu'on se rende quitte uniquement avec l'étude par rapport à ça. Juste pour conclure cette petite histoire, enfin je conclue ça parce qu'après c'est encore des questions avec grand plaisir. Il y avait une histoire qu'on raconte que dans une certaine ville, il y avait 2 rabbinim. Un rab qui était toujours à jour dans les halachot, il révisait assez souvent, il savait toujours il connaissait bien son sujet, il maîtrisait bien la halachot. Chaque question qu'on posait, il savait toujours de quoi est-ce qu'il parle. Alors Rav, bon, il avait étudié, c'est déjà des années, mais après c'est un petit rigolo. Il n'était pas très investi dans l'étude. Et finalement, chaque question qu'on venait pour poser, il n'était jamais sûr. Oh, laissez-moi quelques heures. Il allait vérifier, il ouvrait les livres. Ah, il se rappelait c'était écrit où. Alors il pouvait retrouver la réponse. Une année, à Pessah, tout à coup, il y a une question, encore une question, encore une question dans le village. Mais toutes les questions du village, elles sont posées mystérieusement uniquement au Rav qui n'est pas sérieux. Et le Rav qui était toujours sérieux, lui, s'est préparé, il a révisé toutes les lois de Pessah. Alors il est là, il s'est dit, mais c'est bizarre. Moi, j'ai investi des semaines et des semaines, j'ai tout mis à jour, j'ai tout révisé les lois de Pessah. J'ai eu aucune question qui était posée. Tandis que mon ami, je sais qu'il n'a rien révisé pour Pessah. Et il a tellement de questions tous les jours, et il y a des questions, et les gens ils viennent me voir. Pourquoi personne vient me voir? C'est pas juste. Alors ce Rav-là, il allait voir son tzaddik, il s'est plaint. Son tzaddik a répondu la chose suivante. Il a dit, écoute, les livres, ils pleurent et ils implorent Dieu, s'il te plaît, on veut être utilisé. Alors toi, tu les as déjà utilisés. Les livres sont contents, donc les livres ne font pas de problème. Tandis que chez l'autre Rav à la maison, les livres pleurent. Le Rav, jamais il les touche. Et donc les livres ont pleuré à Hachem, on veut être utilisé. Alors, les livres ont fait un si grand balagan qu'ils ont fait en sorte à ce que ils ont fait en sorte à ce qu'il y ait des problèmes, à ce que dans telle cuisine, il y ait telle chose qui se mélange, et dans l'autre cuisine, il y a ça qui est tombé, et dans une troisième cuisine, il y a eu tel problème. Les livres, ils ont causé une tonne de problèmes pour que les gens viennent poser des questions et qu'on ait besoin d'ouvrir les livres pour pouvoir répondre. Alors, vous êtes Hachem, que Hachem nous aide. Rabbi, juste un petit mot. Je suis étonné pour la Shrita.
qu'on puisse faire la shrita le jour de Yom Tov, parce que bon, il faut que le shohat il aille quand même. Si c'est un bœuf par exemple, si c'est un sacré travail, quoi, c'est une avoda. Donc pour un Yom Tov, c'est un travail important quand même. Oui, c'est important, mais la raison, c'est-à-dire que c'était plus que la shrita, ça, c'est nécessaire pour pouvoir manger l'animal, et que si j'ai fait la shrita le jour même, le goût serait beaucoup meilleur que si j'ai fait la shrita la veille, parce que la viande fraîche, qui est vraiment fraîche, je pense que la majorité des gens parmi nous, on ne connaît pas vraiment le goût de la viande fraîche. Mais apparemment, la viande fraîche, si on a fait la shrita le jour même, la viande serait beaucoup meilleure, et donc ça fait partie des besoins du Yom Tov. D'accord, bon. Donc même si c'est de l'effort, mais c'est de l'effort qui rend le Yom Tov. Et comme je l'expliquais avant dans la halakha, que pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de cuire le jour du Yom Tov pour un goy? Toute l'année, j'ai le droit de cuire pour un goy. J'ai le droit de préparer vendredi un super bon repas, et j'ai le droit de préparer le double vendredi, je prépare pour 10 juifs, je vais offrir aussi à 10 goyim, il n'y a aucun problème. Juste, si je cuis pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit de cuire pour un goy. Et pourquoi pas? Parce que de base, Yom Tov n'aurait pas le droit de cuire. Comme tu dis, que Shrita pour un bœuf, c'est un grand travail, c'est un sacré travail. Et beaucoup de choses sont ici des sacrés travail. De prendre du pâte et de pétrir et de cuire, etc., etc. Devant de femmes qui sont dans la cuisine, c'est un sacré travail aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont des sacrés travail. La question est finalement le test qu'il faudrait poser pour savoir est-ce que c'est une chose qui serait permise ou pas. C'est est-ce que c'est une chose qui va rajouter dans le kavod de Yom Tov et dans la mitzvah de Yom Tov. Si c'est une chose qui va rajouter dans la mitzvah de Yom Tov, que la mitzvah est de bien manger Yom Tov, alors c'est permis de faire Yom Tov, c'est grâce à ça je vais manger le mieux, donc faire la shrita, la viande serait fraîche, le cuire, le plat serait tout frais du four, etc. Ça c'est permis. Mais si c'est une chose qu'on avait pu le faire depuis avant, on avait pu tamiser avant, il n'y aurait aucune différence. Ou bien, je vais cuire, je vais tout faire maintenant, mais pour un goy. Mais le goy, il n'a pas la mitzvah de se réjouir à Yom Tov. Il n'a pas de Yom Tov, lui. Il n'a pas l'obligation de Yom Tov. Donc, ce sont des choses que je fais qui ne vont pas rajouter dans la mitzvah de Yom Tov. Alors là, Yom Tov ne me permet pas de le faire. Yom Tov me permet de faire des travaux qui vont revenir à lui, qui vont revenir au Yom Tov. Vous voyez, ça c'est le secret ici. Ça, c'est la base. Est-ce que c'est une chose qui revient à Yom Tov ou pas? Si ça revient à Yom Tov le permet. Si ça ne revient pas à Yom Tov ne le permet pas. Merci beaucoup. Les bases de ça, elles sont dans Gemara Betsa, de ça, non? Alors oui, Gemara Betsa, c'est toute ma série qui parle des lois de Yom Tov. Et donc, les chapitres de Rambam qui sont liés sur Yom Tov, Ilchot Yom Tov, ou bien Ilchot Shvitat Yom Tov, c'est ça que Rambam l'appelle, c'est basé principalement sur Masechet Betsa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Rambam, même lorsqu'il se base principalement sur une certaine Masechet, dans la Gemara, ce sont des sujets, mais finalement, puisqu'on ramène tellement de preuves, avec un Tashma, Kedet Tanya, Tanura Banan, il y a toujours des parenthèses qui s'ouvrent. Et donc, ce qui fait que dans la Gemara, même si le sujet se trouve ici, il y a toujours des détails qui se trouvent ailleurs. Et donc, dans le Rambam, si tu vas voir dans les références, dans le Rambam que tu as, et avec toutes les notes, tu vas voir que la majorité vient de Masechet Betsa, mais il y a toujours des halachot qui viennent d'ailleurs. Il y a quelques-uns de Masechet Shabbat, par exemple, que dans Traité Shabbat, on parle de Shabbat, et entre parenthèses, on compare. Attends, et Yom Tov, c'est pas comme ça. Et là, il m'a répondu, Yom Tov, il y a ici une toute petite nuance. Alors finalement, l'halakha, d'où est-ce qu'elle sait qu'il y a une nuance? De la question-réponse dans Masechet Shabbat, etc., dans toute la Gemara. Donc, pour faire ici un livre, l'ouvrage de Rambam, il suffisait pas qu'il apprenne une Masechet, mais il fallait qu'il maîtrise par cœur tout le chasse, avec tout le Midrash, tout le Zohar, tout le Yerushalmi, Sifra, Sifri, Tosefta et tout ça. Et c'est avec tout ça qu'il a pu composer ce livre-là, qui est le Mishneh Torah, le Vis Torah de Rabbi. Chazak, merci. Chazak. Et une excellente soirée, un grand chazak à tous les piliers des Shiurim, Rabbi Yaakov et Rabbi Baruch, et Sian et Shiurim avec une force ici à Genève, et tous les participants qui sont là toujours avec des excellentes questions et avec beaucoup de shturem. On souhaite beaucoup de bracha et de réussite
à tout le monde. Et notez bien dans l'agenda demain soir à 20h pour le Torah Zoom sur le Zoom de 422-860-8600, code 770-770. Zakobao. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.